Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation en association avec TV78, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. La construction européenne et ses personnages emblématiques. Nous vous parlerons cette semaine de Simone Veil. Elle a été la première femme présidente du Parlement européen. Je recevrai l'eurodéputé Laurence Farrand, l'occasion d'évoquer 2022, année européenne de la jeunesse. Voyagez dans l'assiette, vous découvrirez un plat typiquement britannique, le fish and chips. Les superstitions en Europe, Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesse populaire. Quelles sont les croyances autour du sel? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Aujourd'hui, je suis à Aiguevilly, une commune à environ 1 heure de Paris. On est plus précisément au Panier de la Ferme. C'est une boutique qui travaille essentiellement avec des producteurs locaux. Et la petite particularité, c'est qu'elle a bénéficié à plusieurs reprises d'aides européennes pour plusieurs projets. On a rendez-vous avec Philippe, le gérant, pour en parler. Oui, je m'appelle Philippe, moi je suis agriculteur, donc je suis à Aiguevilly. Je suis plutôt agriculteur en grande culture et je me suis diversifié en regroupant la production locale. Alors la carte, c'est nos producteurs, donc vous voyez que sur la carte principale, donc c'est tous les producteurs qui sont à moins de 30 km de la ferme. Donc c'est principalement tous nos producteurs. Dans un premier temps, Philippe voulait mettre en place des paniers de produits locaux qui distribuaient aux clients. Ce projet a justement été financé à 50% par les fonds européens. L'Europe m'a aidé à constituer tout ce qui était site internet. Grosso modo, j'ai investi 10 000 € au départ et j'ai touché 50% de subventions. Du coup, la boutique est juste en dessous. C'est cette toiture-là qui était fortement abîmée et du coup, on a mis des panneaux photovoltaïques. Donc l'investissement s'élève à peu près à 160 000 € et j'ai touché 25% de subventions, la moitié par l'Europe et la moitié par la région Île-de-France. Le corps de ferme est quand même assez grand et demande beaucoup de frais. Là, on m'a proposé dans une grange qui commençait à être à l'abandon et qui se défraîchissait fortement, de faire des logements étudiants. Donc je vous y amène? Allons-y. Donc là on est devant l'ancienne grange qui était à l'abandon, qui est devenue maintenant des logements étudiants. Les jeunes qui sont là, ce sont des étudiants ou des premiers emplois on va dire. C'est que des meublés et les loyers sont environ 25% inférieurs aux loyers que l'on trouve dans le secteur en équivalent. Avec cette troisième aide européenne, Philippe a donc pu mettre en place ces 6 logements étudiants. Le coût total de ce projet s'élevait à 367 000 €, dont 28% a été financé par des fonds européens. Zone Europe. Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Aujourd'hui, Simone Veil, elle a été la première femme présidente du Parlement européen. Son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Simone Veil, de son nom de jeune fille Simone Anne Jacob, est née le 13 juillet 1927 à Nice. Issue d'une famille juive, elle est déportée en mars 1944, alors qu'elle n'a que 16 ans. Elle vit pendant 13 mois les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration. Malgré ces épreuves, Simone Veil reprend ses études de droit et entre dans la magistrature en 1957. En 1970, elle est la première femme à occuper le poste de secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature, après avoir été haut fonctionnaire de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice. Son expérience et ses prises de position l'amènent à être nommée ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing et dans le gouvernement de Chirac. En mai 1974, elle propose au Parlement un projet de loi pour dépénaliser l'avortement. Ses prises de position sur le sujet sont devenues célèbres et en janvier 1975, l'avortement est légalisé en France. En 1979, elle participe aux premières élections européennes sur la liste de l'Union pour la démocratie française. Elle est élue membre du Parlement européen et elle en devient la présidente et est la première femme à occuper ce poste. Son élection au Parlement européen est un symbole fort, symbole de la réconciliation franco-allemande. Simone Veil considère le projet européen comme un moyen de maintenir la paix et de tourner la page des guerres mondiales.
Lors de son discours d'investiture à la présidence du Parlement européen, elle énonce ses 3 ambitions pour l'Europe. Pour relever les défis auxquels l'Europe est confrontée, c'est donc 3 directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération. Elle contribue à donner une place politique réelle au Parlement européen dans la prise de décision. Elle est récompensée en 1981 du prix Charlemagne, qui récompense des personnalités qui ont œuvré pour la construction européenne. Elle quitte le Parlement européen en 1993 et rejoint le gouvernement français comme ministre des Affaires sociales et de la Santé et de la Ville. Elle est par la suite membre du Conseil constitutionnel durant 9 ans. Au niveau européen, elle est de nouveau sollicitée en 1996 pour être membre de la Commission internationale pour les Balkans. Son dernier engagement politique pour l'Europe intervient lors de la campagne pour la ratification par la France du traité constitutionnel européen de 2005. Elle soutient le oui au référendum avec énergie. Simone Veil a également occupé la place de présidente de la Shoah Memory Foundation et a été membre du conseil d'administration de l'IFRI. En 2008, elle est élue à l'Académie française. Son travail pour l'Europe a été reconnu en France et à l'étranger, et on retient d'elle une vision d'espoir et de progrès pour l'Europe. Simone Veil est décédée en 2017 à l'âge de 89 ans et est entrée au Panthéon en 2018. Je reçois aujourd'hui Laurence Farrand, eurodéputée, membre du groupe Renew Europe et de la Commission de la Culture et de l'Éducation. Bonjour. Bonjour. Alors, lors de son intervention annuelle devant le Parlement européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé sa volonté de faire de 2022 l'année européenne de la jeunesse. Alors, première question, est-ce que c'est uniquement pour témoigner du soutien à la jeunesse qui a été durement impactée pendant cette crise sanitaire, ou est-ce qu'il va y avoir un réel changement pour la jeunesse? Que va faire l'Europe pour la jeunesse et pour les jeunes dans leur quotidien? Alors l'Europe fait déjà beaucoup pour la jeunesse dans leur quotidien. Sur cette annonce, il y a 2 choses. Alors c'est vrai qu'elle a été, nous-mêmes députés qui assistions au discours sur l'état de l'Union, nous étions les premiers surpris par cette annonce. Les premiers heureux aussi parce que reconnaître la jeunesse en 2022, après 1 an et demi de pandémie, avec cette solidarité intergénérationnelle qui a joué à plein, c'était majeur. Maintenant, il faut savoir ce qu'on en fait. Mais avant de répondre à ça, je dirais que l'Europe fait beaucoup et la chose emblématique que nous avons faite, c'est le plan de relance qui s'appelle Next Generation EU, qui est vraiment issu du Parlement européen, des institutions, et qui vise à faire un emprunt d'avenir, et donc un emprunt pour les jeunes générations. Donc voilà, c'est le sens de l'Europe, c'est de bâtir, et de cette politique que nous avons menée, et que moi je revendique particulièrement, elle est tournée vers les jeunes. Maintenant, la difficulté, c'est que les jeunes se l'approprient. Donc on en est là, et en ça, cette année européenne de la jeunesse peut avoir cette vertu. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Alors, la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse, ça repose sur plusieurs instruments, vous en parliez, l'activité d'apprentissage, la planification d'activités nationales, internationales, futures, le dialogue de l'Union européenne en faveur de la jeunesse, la plateforme de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse, des outils fondés qui donnent des données probantes, le coordinateur européen des activités relatives à la jeunesse, et le point de contact entre la Commission européenne et une référence visible pour les jeunes. Est-ce que vous comprenez qu'une partie de la population qui ne sait pas vraiment ce qui se passe ici à Strasbourg ou à Bruxelles, notamment chez les jeunes, qui ne sait pas les décisions qui sont prises, vous parliez que les jeunes s'approprient ces décisions et ce plan de relance, ne comprennent pas pourquoi est-ce ils ont l'impression qu'on dépense de l'argent pour rien, ils ont l'impression que l'argent qu'on dépense dans l'Europe, eh ben, pourquoi pas le dépenser directement dans leur quotidien? J'ai l'impression que cet argent part et qu'ils ne le revoient jamais. Alors je ne sais même pas si la réflexion va jusque-là, de se dire tiens, l'Europe elle dépense des choses qui vont je ne sais pas où. Je crois qu'il y a, et c'est le constat que je fais en travaillant sur nos différentes politiques, et notamment dans le cadre de la conférence pour l'avenir de l'Europe, de se dire l'Europe elle doit être mieux identifiée, mieux connue. Et en effet, je suis d'accord avec vous, pour un citoyen parmi les plus jeunes générations, se dire tiens, il y a un coordinateur européen au sein de la Commission, c'est moi mon point d'entrée pour faire en sorte que les politiques européennes reflètent nos attentes.
c'est illisible. Donc, tirons parti de cette année européenne de la jeunesse pour rendre les choses lisibles et pour s'appuyer sur ce qui existe déjà. Erasmus+, qui touche là directement, qui est connu, sur les politiques qui sont mises en place dans le cadre de l'emploi, sur toutes les politiques que nous allons déployer sur la question du climat, puisque là, on sait que c'est un enjeu majeur et une préoccupation majeure. Voilà. Alors après, il y a d'autres préoccupations parce que selon qu'on habite dans certaines zones de l'Europe, on peut avoir d'autres. Il y a un baromètre. Voilà, en Outre-mer, il y a un baromètre Eurostat qui dit que les jeunes de l'Est veulent plutôt la réduction des inégalités et la lutte contre la corruption, là où leurs cousins de l'Ouest veulent la lutte pour le climat. Donc on a toutes ces priorités à défendre de manière unie, mais en effet, faisons en sorte que cette année de la jeunesse soit une année pour communiquer tout ce qui est fait et pour recueillir surtout. Il faut qu'un dialogue s'instaure. Pour qu'il y ait un dialogue, le sentiment d'appartenance à l'Europe et à l'Union, c'est quelque chose de très très important pour faire comprendre le rôle des eurodéputés, de la Commission, de l'Union. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ne se reconnaissent pas en l'Europe ? Eh bien, j'ai à dire que... Pour l'instant, j'ai à leur dire que c'est à nous, institutions, à nous améliorer. Je pense que c'est vraiment parce que je ne vais pas les accabler. Je pense que c'est à nous améliorer, c'est à l'éducation de faire plus pour que cette dimension d'éducation citoyenne à la citoyenneté européenne soit vraiment dans le corpus. Quand on est adhérent et quand on est État membre de l'Union européenne, pour moi, on doit délivrer de l'information sur ce que fait l'Union européenne. Il en va de même sur le combat qu'on mène pour les médias. Bon, une fois qu'on a cette information, il faut inciter à la participation. Justement, inciter à la participation, vous en parliez il y a quelques secondes, la conférence sur l'avenir de l'Europe, elle a été lancée le 9 mai 2021, l'occasion pour tous les citoyens des pays membres de l'Union européenne de s'exprimer sur leur vision personnelle de l'Europe pour y dessiner une nouvelle trajectoire. Vous nous l'avez dit, vous l'assumez, l'Union n'est pas parfaite, c'est donc l'occasion de penser les plaies, peut-être prendre une nouvelle direction. Tous les thèmes peuvent y être abordés, transition énergétique, transition numérique, les frontières ou encore la santé. Qu'est-ce que vous attendez de cette grande consultation ? Eh bien, elle est à souligner, elle est à saluer, parce qu'en effet, c'est vraiment la première fois qu'à cette échelle, on a cet espace de discussion. En plus, il y a des initiatives qui sont relayées au plan national, puisque le secrétaire d'État aux affaires européennes a lancé une grande consultation vers les jeunes. Sachant que la France est à l'initiative de cette grande consultation. Et la France est notre groupe politique, donc ça tombe bien, on est au cœur du sujet. Il y a une plateforme Internet qui existe, où on peut encore déposer ses contributions. Il y en a déjà 22 500, mais on pourra aller plus loin. La plateforme, juste on va la dire avant que vous continuiez, futureu.europa.eu si jamais vous souhaitez participer. Très important d'aller déposer, mais pour déposer, il faut déjà avoir une idée de ce que fait l'Europe et de ce qu'elle pourrait faire mieux. Donc c'est pour ça qu'on se dit cette plateforme, elle est déjà souvent par des gens qui connaissent un peu, par des organisations de jeunesse, mais c'est très bien, parce qu'ils ont leur rôle à jouer, et puis ils font ce travail de terrain d'aller chercher des jeunes qui sont plus éloignés. Et puis, il y a aussi les panels citoyens qui sont réunis ici même à Strasbourg. Et ça, c'est très bien parce que c'est des tirages au sort de jeunes de tous les horizons, des citoyens de tous les horizons. Et dans ce panel qui était dédié à la jeunesse, il y avait justement un tiers de 16-25 ans. Donc c'est très représentatif et ça ne touche pas des experts. Est-ce que vous pensez que pour toucher plus facilement la jeunesse, notamment en France, on va parler de la France parce que c'est un cas forcément qu'on connaît bien, est-ce qu'il ne faudrait pas en parler un peu plus à l'école ? La France étant à l'initiative de cette consultation, comment on peut aider justement les jeunes à savoir, parce que vous disiez qu'il fallait réfléchir, pour réfléchir il faut savoir ce qui se passe, peut-être en parler plus à l'école ? Oui, en effet, il est tout à fait indispensable. Alors j'ai pas l'éducation entre mes mains, ça reste une compétence nationale, mais justement, vous voyez, dans le cadre de la conférence, on pourrait se dire, moi je ne suis pas opposée à l'ouverture des traités, à se dire à quel moment on peut intégrer de nouvelles compétences pour que, si l'éducation doit agir, et elle doit agir, on devient citoyen, on a besoin de s'approprier une culture, un savoir. Donc en effet, l'éducation formelle a tout son rôle à jouer, mais informelle aussi. Le rôle des associations de jeunesse, des collectivités locales ont un grand rôle
à jouer auprès des jeunes. Donc voilà, question des compétences et puis besoin d'informations et puis je le redis, de nos médias aussi qui ont plus à dire sur ce qui se passe en Europe. Alors vous le disiez, les priorités ne sont pas du tout les mêmes en fonction des territoires, mais est-ce que la crise sanitaire qui cette fois-ci, là ça a été dans toute l'Europe, dans le monde entier, est-ce que la crise sanitaire a redistribué les cartes pour le futur de l'Union européenne? Est-ce que finalement la direction qui devait être prise au départ va bifurquer totalement dû à cette crise? On ne bifurque pas, mais je crois qu'on accélère. Et c'est plutôt pas mal parce que dès le début de cette mandature européenne, le nouveau pacte vert, donc la question du climat a été centrale. On l'a portée dans mon groupe politique. La Commission en a fait un marqueur très fort. On va l'accélérer. D'autant qu'on a les moyens qui ont été mis en place, supplémentaires, vont être beaucoup dirigés sur ce sujet, tout comme sur la question du numérique. Or, le numérique, on a vu pendant la pandémie aussi, combien c'était potentiellement un facteur d'inégalité qu'il faut corriger. Donc, deuxième point. Et troisième point, l'Europe de la santé, puisque là aussi, ce n'était pas dans nos compétences et subitement, on s'est mis à refabriquer, à reproduire des vaccins. Donc ça va toucher aussi l'autonomie stratégique, parce que ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est qu'ils sont les vecteurs, c'est eux qui vont prendre notre avenir en main, c'est eux qui vont devoir se former, apporter une excellence, qu'elle soit académique, technique, dans tous les domaines, pour que notre continent reste au top du leadership international. Merci beaucoup Laurence Farrand d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation, membre du groupe Renew Europe. Et je rappelle que si vous souhaitez participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe, rendez-vous sur le site internet futureu.europa.eu. Zone Europe Voyage. Voyager dans l'assiette. Cette semaine, nous vous faisons découvrir le fish and chips, un plat typiquement british. La recette de Quentin du restaurant Poppies à Rouen, en Seine-Maritime. Alors bonjour, je m'appelle Quentin. Avec mon associé Léonie, on a fondé Poppies il y a 4 ans. Donc on propose la recette traditionnelle de fish and chips qui vient tout simplement des migrants portugais et espagnols qui, lorsqu'ils se sont fait chasser de la péninsule, ont en partie migré en Angleterre et ont apporté beaucoup de recettes à base de friture, dont le fish and chips. Donc nous, pour cela, on allait en Angleterre pour se former, pour vraiment apprendre la recette traditionnelle. Alors bien sûr, pour cuisiner un fish and chips, il faut une bonne pâte. En Angleterre, on dit une batter. Et la batter, elle se compose essentiellement soit de bière, soit de gazeuse, et la farine, qu'on mélange jusqu'à avoir une texture onctueuse. Alors ensuite, il faut du poisson frais, bien évidemment, du citron, des pommes de terre pour faire les frites, et une pincée de sel au-dessus du fish and chips. Et après, les puristes diront qu'il faut prendre du vinaigre de Malte, qui est un vinaigre particulier qui rajoute une saveur vraiment exquise au poisson. Et ensuite, un fish and chips, ça s'accompagne d'une sauce tartare maison bien sûr. Donc pour cela, il faut faire une mayonnaise maison. Et les éléments ensuite pour composer la tartare, il faut des échalotes, il faut des capres, cornichons, persil, ciboulette et estragon. Et là, vous aurez une sauce tartare excellente. Alors, bienvenue en cuisine. Alors, il fait un peu chaud avec les friteuses. Hop. Alors, l'élément de base, bien sûr, c'est de la farine. Et ensuite, de l'eau. Hop. Hop. Alors, je verse l'eau doucement dans le bol. Alors nous on le fait avec le batteur, finalement on peut aussi le faire à la main. Alors je verse tout doucement la farine. Hop. Hop. Et vraiment ouais, la pâte est vraiment très simple à faire, c'est vraiment deux éléments, soit de la bière et de l'eau, soit de la bière et de la farine pardon. Ou soit de l'eau pétillante et de la farine. Une fois que la pâte ou la batter, comme ils disent en Angleterre finalement,
est épaisse mais pas trop. Ça veut dire que la pâte est prête à être frite finalement. On va attendre encore, hop, on va accélérer davantage. Et là, on est tout bon, il y a la bonne texture, pas trop épaisse, mais suffisamment pour que la batteur adhère au poisson. Donc là, tout simplement, je dispose la pâte ici. Je vérifie que la friteuse est bien à température. Hop. Donc à 180 degrés de préférence. Et là, le poisson il est ici. Donc c'est de l'arrivage de ce matin. Aujourd'hui, ça va être du filet de merlu. On peut aussi très bien utiliser du filet de cabillaud ou un autre filet. Ça peut être du lieu jaune ou encore même du dos si on veut. Hop. Donc l'objectif c'est de tailler une belle pièce. Nous on fait à peu près des filets de 140 grammes. Hop. Hop. Voici. Hop. On va disposer un tout petit peu de sel dessus. Et c'est tout. L'idée c'est de le badigeonner de farine pour que la pâte adhère au poisson. Hop. Donc voilà, on retourne bien le poisson pour qu'il y en ait partout. On tapote un peu pour pas qu'il y ait un excès de farine. Et tout simplement on va tremper le poisson dans la pâte, dans la panure. Hop. Voici, on laisse écouler légèrement. Et hop, on peut verser tranquillement dans la friteuse. Et voilà, la magie opère. Donc voilà, l'idée c'est d'attendre 6 minutes. On va pouvoir faire cuire les frites en même temps. Alors voilà, une fois que la panure commence à être dorée, les frites également, on va pouvoir sortir et dresser une assiette. Je dispose du jus de citron. Hop. Tac. Et là, voici un fish and chips à l'anglaise. Hop. Et voilà. Prêt à être dégusté. Alors voilà, le fish and chips c'est en assiette et maintenant vous allez m'accompagner pour faire la tartare. Alors pour faire la tartare, on a besoin des œufs premièrement. Hop. On va les blanchir dans le robot. Hop. Une fois que les œufs sont blanchis, on va pouvoir ajouter le jus de citron. Hop. Ensuite, on va pouvoir rajouter la moutarde. Alors ensuite, vous versez de l'huile. Vous continuez de verser de l'huile jusqu'à ce que la mayonnaise soit ferme. Et voilà, c'est parfait. Hop. Alors du coup, je vais couper un peu de persil. Hop. Donc on peut le hacher grossièrement. Hop. On le met directement sur la mayonnaise. La ciboulette, pareil. Ensuite, on met les échalotes. Hop, on va rajouter les cornichons. Donc je coupe grossièrement parce que c'est la machine qui va mixer et faire des morceaux un peu plus fins. Les capres, je les verse directement dedans. Ensuite, je mets l'estragon, le sel et poivre. Hop. On va finir par mélanger le tout. Hop. Une fois que le mélange est homogène, on va pouvoir arrêter la machine. Hop. On va prendre la sauce tartare, qui est la sauce indispensable pour accompagner le fish comme les frites. Hop, voici. Et c'est prêt à être servi. Bon appétit! Zone Europe sur Sensation. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesse populaires chez l'opportun. On s'intéresse cette semaine au sel.
Le sel, dans la société paysanne d'avant l'ère industrielle, on en avait besoin parce que ça permettait de garder les aliments, la saumure, etc. Donc, tout le monde avait du sel à la maison. Mais en même temps, depuis le Moyen-Âge, on attribuait le sel au diable, au malin. Le baptême chrétien, autrefois, ça n'est plus dans le protocole, lors du baptême, on mettait une pincée de sel sur la bouche d'un enfant qui se mettait à hurler d'ailleurs, pour éloigner le malin. Zone Europe. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.